et bienvenue, c'est l'heure de la libre antenne de nos 2 heures ensemble et en direct au 39-21 et c'est aussi le début du week-end, un week-end où les bâtiments de France ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine. Et si nous aussi nous nous intéressions à notre patrimoine, aux ressources et richesses que vous avez accumulées souvent sans vraiment en prendre conscience. Après des décennies à analyser les imperfections de l'être humain, la science de la psychologie a opéré un large virage vers l'étude de ce qui permet à l'individu, au collectif et aux institutions de développer leur potentiel. Elle nous montre, preuve scientifique à l'appui, que nous avons en nous la possibilité de fonctionner autrement, plus positivement. Bref, nous ne sommes pas condamnés à broyer du noir. Quelle bonne nouvelle! Ni à l'inverse à repeindre nos vies en rose. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Car quelqu'un qui vit une épreuve ne s'adapte pas à la situation, mais se transforme lui-même. Une épreuve se traduit toujours par un effondrement de nos valeurs, de nos croyances sur la vie. Et notre enjeu est alors d'entrer dans une autre manière de vivre, de trouver de nouvelles raisons de vivre. Et c'est au cœur même de notre fragilité et de notre précarité, c'est-à-dire de notre patrimoine, que nous pouvons développer des forces et des ressources qui donnent à notre vie un nouveau goût, une dynamique nouvelle en quelque sorte, un nouvel état de conscience qui donne à la vie ce sentiment d'être apprécié chaque jour. C'est encore la vie, notre vie, que nous pouvons aimer en dépit de l'épreuve. N'est-ce pas une belle façon d'envisager de vivre? À nous de trouver les bons déclics. Je vous rappelle que Marc Aurèle disait « Notre vie est ce qu'en font nos pensées » à méditer. Allez, on en parle si vous voulez ce soir de ces épreuves qui nous rendent la vie plus précieuse et de tout votre magnifique patrimoine. Rien qu'à vous. Quentin McGarde rapproché est là pour accueillir vos appels au 39-21. Et c'est Patrick Lamy qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peter. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre libre antenne et merci de cette introduction qui m'a fait réfléchir pendant la page de publicité. Mais quel patrimoine, quelle richesse avons-nous? Voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Oui. Voilà, moi j'ai pas loin de 50 ans. Je me suis réveillée il y a 5-6 ans dans une vie qui était une vie très routinière de mère de 4 enfants auprès d'un homme qui ne m'apportait pas ce que j'attendais. Par contre, une vie professionnelle très, très bien remplie, très satisfaisante, et je me reconnaissais un peu dans le portrait que Carole faisait d'elle il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Carole. Oui, très bien. Voilà. Oui, c'était vendredi dernier, il me semble. Voilà. Et je me reconnaissais un petit peu dans sa description. Oui. Elle disait, voilà, moi j'ai une vie professionnelle magnifique, je viens de m'acheter une maison, tout va bien dans ma vie. Mais, voilà, et le mais voulait dire beaucoup de choses. Donc moi c'était un peu pareil, tout allait bien dans ma vie, j'avais beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup d'amis, une vie de famille qui semblait parfaite avec 4 beaux enfants, etc. Mais moi je n'étais pas heureuse. À l'intérieur, il y avait quoi? Un vide? Il manquait quelque chose? Un vide terrible. Comme ce que disait Carole, il y a un grand vide en moi, elle dit. Et cette sensation de boulimie parfois. Hein. Oui. Voilà. Après le dîner, quand je vivais en famille, c'était pas rare que je mange un paquet entier de gâteaux, voire une tablette entière de chocolat. Et je me disais, mais je vais me remplir jusqu'où? Quand est-ce que je vais m'arrêter? Et puis un jour, je me suis arrêtée parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais faire un diabète, je vais avoir des problèmes de santé. Donc c'est ça qui m'a fait m'arrêter. C'est pas le fait d'avoir comblé le vide. Oui. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, cette vie, elle me convient pas du tout. Et il faut que je la mette en ordre. Donc j'ai quitté le père de mes enfants. Ça a été un divorce extrêmement compliqué. 4 enfants, 2 majeurs, 2 mineurs. Bon, voilà. Une longue histoire de couple, en plus. Voilà. Un homme qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Bon, peu importe. Oui. Il y avait rien, il n'y avait pas de travail possible à ce moment-là. Ça faisait 20 ans que je lui demandais de le faire. Et moi, j'en avais fait un déjà. Oui.
Et moi, j'étais en route. Oui. Et lui, quand je lui parlais de ça, il me disait, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas à quoi ça sert. Pourquoi tu fais ça? Et quand je lui ai dit, mais notre couple va mourir, hein, il me dit, mais non, mais quand je suis partie, il a pensé que j'allais revenir, que c'était un caprice. Voilà, et pendant 2-3 ans, il a lutté contre ce divorce en me disant, mais il y avait d'autres solutions. Et moi, ces solutions, je n'ai pas pu les trouver toute seule. Voilà, donc... Et ça, il date de quand, le divorce? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui. Voilà. On a divorcé il y a 5 ans et je l'ai quitté il y a 10 ans à peu près. Voilà, donc 5 ans pour finaliser ce divorce. Et puis après, l'idée de me dire, voilà, maintenant mes enfants ont commencé à grandir, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je reconstruise ma vie, etc. Et là, je rencontre un premier homme qui avait pour particularité de porter le même prénom que le père de mes enfants. Oui, c'est incroyable ça. Hein? Et je me suis lancée un peu tête baissée dans cette histoire en me disant, oui, il porte le même prénom, mais il est complètement différent. Il a des capacités d'engagement, il est à mon écoute, il me soutient professionnellement. Je lui voyais que des qualités. Et puis au bout d'un an, 18 mois, j'ai compris que non, il les avait pas, ces qualités, que moi je les voyais parce que j'avais envie de les voir. Mais que vous lui aviez prêté, hein, comme on dit, prêter des qualités à quelqu'un, hein, comme si... Donc je l'ai quitté. Et puis, quelque temps après, j'ai rencontré un deuxième homme qui portait toujours le même prénom. Et qui avait toujours, c'était aussi une des caractéristiques des 2 premiers, qui avait perdu sa mère. Alors les 2 premiers avaient perdu leur père, mais le 3e avait perdu sa mère enfant. Et voilà, je me suis relancée dans l'histoire exactement de la même façon. J'ai joué le sauveur, j'ai reconstruit cet homme-enfant, ce 3e homme-enfant. Et puis un jour, je me suis dit, non, c'est encore moi qui porte. C'est encore moi qui porte la relation. Et qui donne tout. Et que je donne. Et puis moi, je m'épuise. Et puis, j'y trouve pas ce que j'y cherche. Alors là, je me suis dit, mais je cherche quoi dans une relation? Oui, exactement. Quelle bonne question. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec un psychothérapeute. Alors, c'était la 3e fois que je travaillais avec un psychothérapeute. Parce que j'avais travaillé une première fois quand mes enfants aînés étaient tout petits. J'avais eu un moment où j'avais vraiment frôlé la dépression et où un thérapeute m'avait évité cette dépression. Et puis après, nous avions, le père de mes enfants et moi, perdu notre 3e enfant. Et à la suite de ce décès, moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi. C'était aussi un de nos écarts. Voilà, c'est que, évidemment, hommes et femmes ne réagissent pas de la même façon à la mort. Il avait quel âge, cet enfant? C'était un bébé, c'était une mort subite du nourrisson. Oui, c'est terrible. Donc c'était il y a très longtemps maintenant. Mais oui, quand on a 30 ans et qu'on perd un 3e enfant qui est un enfant désiré, ça avait été très difficile, très douloureux. Mais bon, j'avais retrouvé ma route, j'avais retrouvé mon chemin et voilà, donc je revenais pour la 3e fois vers un thérapeute qui a vite compris que j'étais dans un schéma de répétition. Mais moi, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas et donc j'ai continué ma route sans comprendre, sans voir, en étant très critique vis-à-vis de moi-même et en me disant, non, t'as pas réussi ces 2 fois, mais... c'est ta faute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tu as peut-être pas su voir tes qualités. Les qualités de l'autre ou les vôtres? Voilà, les qualités de l'autre. J'étais très orientée vers l'autre. Je me posais relativement peu de questions sur moi, très orientée vers l'autre. Et puis, un 4e homme qui portait également, pour la 4e fois, le même prénom que tous ces hommes. La vie cherche à vous faire comprendre quelque chose, là. Oui. Oui. Et tout le monde me le disait. Tout le monde me disait, mais ça ne t'étonne pas. Et moi, je disais, non, c'est comme ça, c'est le hasard. C'est un prénom très répandu. Il y a beaucoup d'hommes de ma génération qui s'appellent comme ça. Non, je ne voyais pas. Et puis, celui-là était assez différent. Il avait perdu ni sa mère, ni son père. Donc, je me suis dit, il y a un progrès. C'est pas du tout le même homme.
Oui. Sauf que cette relation-là, après avoir été merveilleuse, extraordinaire, riche, formidable, etc., elle s'est terminée dans une violence incroyable, une violence physique incroyable. Et j'ai été, moi, violentée physiquement par cet homme. Et alors là, je me suis dit stop. C'est ce que j'expliquais à Quentin tout à l'heure. Oui. J'ai pris un papier, j'ai écrit stop, en gros. Oui. Et puis j'ai mis ça dans mon appartement. Et vous pensez qu'il était furieux de quoi contre vous, cet homme-là ? Vous voyez, parce que ce que je comprends, je vais vous dire, Isabelle, pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'en fait, dans le schéma de répétition que je pressens, parce que vous avez dit, je me suis posé à un moment donné la question, je cherchais quoi dans une relation ? En fait, vous cherchiez quelque chose que vous aviez décidé de chercher, mais qui vous correspondait pas forcément. C'est-à-dire que vous alliez effectivement chercher toujours un peu la même chose, c'est-à-dire et que pour trouver cette chose-là, c'est-à-dire un homme qui s'intéresse à vous, qui soit affectueux, enfin tout ce que vous n'avez pas donné votre premier mari, je suppose que c'est ça que vous alliez chercher, vous avez mis beaucoup d'énergie pour l'obtenir. Et en obtenant finalement pas complètement ce dont vous aviez besoin. Donc après, un homme en colère, c'est un homme à quel vous avez donné beaucoup et vous reprenez d'un seul coup. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Est-ce que vous pensez que c'est ça ? Alors, pour moi, c'était pas conscient. Mais c'est probablement ça. C'est-à-dire que probablement j'avais déjà compris que la relation allait s'arrêter, que j'allais partir. Et il était fou furieux. Et lui, il l'a compris. Et il a été fou furieux. Et alors, c'est assez intéressant parce que, je ne vais pas donner trop de détails, mais la violence a été un coup de poing à l'endroit qu'on appelle le troisième œil. Oui. Donc, l'endroit de la conscience. Oui. Et alors là, ça a été, c'est le cas de le dire, une détonation pour moi. Une détonation où je me suis dit, mais est-ce que tu te rends compte de la violence que tu t'imposes ? Et de l'absence de respect que tu te donnes. Oui. Et c'est ça qui m'a fait résonner en fait dans l'histoire de Carole. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Sophie, mais à un moment, quand Carole a raconté que petite fille, sa mère lui avait dit qu'elle n'était pas aimable. Oui. Vous lui avez répondu, mais c'est vous le parent maintenant, et c'est à vous de vous occuper de la petite fille qui est en vous. Et j'ai eu le sentiment que Carole avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et je voulais partager avec Carole le fait que oui, c'était extrêmement difficile de comprendre ce que ça voulait dire quand on quelque part on ne peut pas voir. Parce qu'on ne peut pas voir et pas comprendre parce qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble comme on ne l'a pas eu. Exactement. Mais ça a manqué. Vous voyez, le vide en soi, le trou béant, c'est quelque chose qui a terriblement manqué même pour pouvoir construire l'adulte. Mais comme on ne l'a pas connu, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc même si on commence à le comprendre en pensée, après c'est une autre histoire de dire d'accord, alors je vois à peu près à quoi ça peut ressembler, mais je comprends pas quand même ce qu'on me dit parce que je ne peux pas le sentir puisque je ne le connais pas, j'ai pas cette expérience-là. Donc on va vers l'inconnu. Et moi, ce que j'entends là, par rapport justement à l'histoire de Carole, c'est que vous n'êtes pas méritante. Vous ne méritez pas un homme aimant, un homme bon, un homme qui prenne soin de vous. Alors je pense quelque part, c'est le psychothérapeute avec lequel je travaille qui m'a permis de comprendre ça. J'ai toute une histoire d'abandon d'enfant. Mais oui. Très longue, une très très longue histoire à répétition en plus, avec des actes d'abandon vraiment posés par mes parents. Et je pense que c'est au secours, aimez-moi. Oui, exactement. Je ne suis au pas secours, aimez-moi. Comme je pense que je ne mérite pas cet amour, je dois mettre énormément d'énergie pour le mériter. Et quand je l'obtiens, et c'est là le terrible paradoxe, il me convient pas parce que tous ces hommes qui portent le même prénom que votre mari, on en arrive à chaque fois à la même conclusion, il me convient pas. Exactement, il me convient pas. À chaque fois, il me convient pas. Et donc, je le quitte alors que j'ai mis tellement d'énergie à vouloir en être aimée parce que je voulais pouvoir imaginer et pouvoir ressentir que je suis méritante. Mais c'est demander
à la mauvaise personne d'une certaine manière. On me dit, vous frappiez toujours à cette même porte, qui ne s'ouvre pas, la porte de l'enfance d'ailleurs, en disant, mais enfin, elle va s'ouvrir cette porte-là. Alors que maintenant, c'est la porte de l'adulte qu'il va falloir ouvrir. Alors, oui, et je voulais rebondir là-dessus, parce que j'ai compris il y a très peu de temps ce que ça voulait dire être son propre parent. Oui. Et je l'ai vraiment non seulement compris, mais en plus ressenti physiquement. Voilà, et je trouve très intéressant parce que mon thérapeute, pendant très longtemps, me parlait du corps en me disant, mais voilà, est-ce que vous ressentez ça dans votre corps, etc. Et moi, ça ne me parlait pas du tout. J'avais l'impression d'avoir un corps inerte qui ne ressentait pas. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'avec ce travail que je suis en train de faire avec lui, je commence à avoir des ressentis physiques. Voilà. Et de ce fait-là, je commence à ressentir physiquement ce que ça peut être d'être son propre parent et de se consoler. Et j'avais eu une vision d'ailleurs en réfléchissant à cet abandon, et j'avais eu la vision de... J'étais avec mes parents qui commencent à vieillir maintenant, ils sont plus très, très jeunes. Et